Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, les titres de cette édition. Négociations à Madagascar. Pouvoir et opposition tentent de trouver une solution aux problèmes qui fâchent à quelques mois des élections. Crise anglophone au Cameroun, l'Église devrait jouer un rôle de médiateur. C'est ce qu'estime une ONG dans un rapport publié ce jeudi. Pas d'argent pour la terreur. Près de 500 experts de 72 pays sont à Paris pour plancher sur le financement du terrorisme. À Madagascar, l'opposition manifeste depuis samedi et réclame la démission du président Eri Rajaonarimampianina à quelques mois des élections présidentielles et législatives. Des négociations ont débuté ce jeudi à Antananarive entre elle et le parti au pouvoir. Le point avec Irénée Herman Umbo. Suite à ces affrontements qui ont paralysé la capitale malgache depuis samedi, une première réunion de négociation a eu lieu mercredi soir entre le pouvoir en place et l'opposition au siège de l'Union africaine à Antananarive. Les discussions entre des députés de l'opposition et le président du parti présidentiel, Rivo Rakotovao, débutent officiellement ce jour sans aucune précision sur la teneur des débats. En attendant, les manifestants durcissent le ton dans les rues. Pour moi, le président doit démissionner après le bain de sang de samedi. Les gens ne veulent plus de lui. Les gens sont de plus en plus pauvres. Les 22 millions de Malgaches sont dans la douleur. La grève est nécessaire parce que nous ne pouvons plus accepter cela. Le président doit démissionner parce qu'il n'a rien réalisé pour nous et il ne le fera jamais. Tout ce qu'il peut faire, c'est voler les richesses du pays. La communauté internationale, par le biais de l'Union africaine, cherche une voie consensuelle pour une sortie de crise. L'opposition avait appelé à descendre dans les rues pour protester contre de nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au gouvernement. Depuis, les manifestations se poursuivent tous les jours dans le calme dans la capitale. Le chef de l'État dénonce une tentative de coup d'État. Des centaines de partisans de l'opposition sont de nouveau réunis sur la place du 13 mai, lieu historique de la contestation dans le centre d'Antananarive. Ils veulent porter plainte contre le chef de l'État et le gouvernement, présentés comme les responsables de la tuerie du samedi dont le bilan est de 2 morts. Au Nigeria, Muhammadu Buhari, convoqué par le Parlement fédéral, les membres de la Chambre basse du Parlement, la Chambre des représentants, ont en effet voté hier en faveur de la convocation du président Buhari et pour le remplacement des chefs de service et conseillers en sécurité de l'armée, selon le président de la Chambre, Yakubu Dogara. Le président nigérian doit s'expliquer sur les mesures prises pour enrayer donc la violence grandissante dans les États du centre du pays où les affrontements entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades font de nombreuses victimes. Selon l'ICG, le Centre d'analyse géopolitique International Crisis Group, l'Église catholique devrait jouer un rôle de médiateur dans la crise qui touche les régions anglophones du Cameroun. Depuis 3 mois, dans les 2 régions nord-ouest et sud-ouest, il y a donc qui représentent 20% de la population du pays. Les groupes séparatistes armés multiplient les actions violentes contre des symboles de l'État, attaques de gendarmerie, enlèvement de fonctionnaires, accrochage avec l'armée. Dans un rapport paru ce jour, l'ICG analyse que l'Église représente près d'un tiers de la population camerounaise et déplore ses positions divergentes sur la question anglophone qu'elle l'invite à surmonter, ajoutant que le risque que la crise anglophone au Cameroun se transforme en guerre civile s'accroît considérablement. Alors, pour mieux cerner ce qui se joue et peut-être évoquer l'issue possible de cette crise, nous sommes avec Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie. Il est à Yaoundé. Bonsoir, Monsieur Kamga.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Déjà, partagez-vous le point de vue de l'ICG? D'abord, il faut dire que l'ICG a fait un rapport dont je viens d'avoir quelques extraits. Et ce rapport, je pense à 80%, il est crédible. Il est crédible dans la mesure où il pointe du doigt la réalité de la situation et surtout l'important rôle que l'Église devait jouer, parce qu'aujourd'hui, l'Église, lorsqu'on parle de l'Église, c'est davantage l'Église catholique, dont la structuration, l'organisation et la pénétration sur le terrain en font un acteur majeur, qui à un moment donné est considéré comme victime et à un autre comme un partenaire susceptible de pouvoir conduire à la résolution de la crise. Alors, sauf que l'Église elle-même est divisée sur sa position par rapport à la situation dans la zone anglophone. C'est ce qu'il convient de déplorer, malheureusement. Parce qu'il faut noter qu'au-delà de la structuration officielle de l'Église, il y a une certaine orthodoxie qui gère l'Église catholique qui est au Cameroun. Et on déplore quand même le fait que l'autorité morale, le cardinal Christian Toumi, qui est d'ailleurs originaire de ces régions anglophones, ait posé un problème et une voix assez crédible en indiquant qu'il fallait nécessairement le dialogue. Mais simplement, au jour d'aujourd'hui, la conférence épiscopale, qui est l'instance dirigeante de l'Église catholique, n'a pas adoubé de manière formelle cette position-là, a pratiquement, voyez-vous, laissé que le régime de Yaoundé s'enlise dans sa position de bataillériste, qui aujourd'hui fait qu'on déplore des morts dans le rang des gendarmes, mais aussi des tueries énormes dans la population. Alors, pour terminer, quelle pourrait être la solution à cette crise, avec ou sans la contribution de l'Église? Non, il n'y a pas d'autre solution que celle du dialogue. Nous le disons de plus, la solution militaire ne peut pas résoudre la crise aujourd'hui. Il est important que M. Biya-Paul comprenne l'urgence de convoquer des assises regroupant anglophones, le leadership anglophone et les autorités de Yaoundé. Et le cardinal Toumi, en cela, a fait des propositions. Nous suggérons qu'il lui soit associé, un comme le Chief Moukete qui a 100 ans et qui est sénateur du Sud-Ouest, pour que les deux proposent sur la table de Yaoundé un groupe de négociateurs pour qu'on sorte de la ccrise anglophone aujourd'hui. La logique militaire ne peut pas conduire. Est-ce que, selon vous, je vous relance, est-ce que le pouvoir de Yaoundé pourrait accepter cette médiation de l'Église? Il est important qu'elle accepte que ce pouvoir accepte, mais le problème du pouvoir de Yaoundé aujourd'hui, c'est que lui-même, il ne pense pas d'une même voie. Il y a des caciques dans le régime qui veulent, et une industrie de la guerre qui s'est développée, qui amène M. Biya à résister à toute proposition de dialogue, qui n'est pas celle de la guerre. Parce qu'il y a une industrie de la guerre, et il faut pourtant qu'il transcende cette industrie de la guerre-là pour comprendre l'urgence du dialogue. Donc, il y a quand même une piste, il y a des possibilités, et la médiation internationale devrait amener M. Biya à accepter que l'Église camerounaise puisse conduire une négociation endogène qui nous permet de sortir. Merci, M. Hilaire Kamga. Il faut libérer des fonds pour faire fonctionner efficacement le G5 Sahel. La nouvelle force militaire anti-djihadiste a besoin des financements promis pour commencer réellement ses opérations. C'est du moins ce qu'a affirmé l'ambassadeur du Niger à l'ONU, Abdallah Wafi, lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion aux Nations Unies sur la force G5 Sahel. Le Niger préside actuellement cette nouvelle unité composée de 5 pays. Pour le diplomate, il s'agit maintenant de faire en sorte que les fonds promis soient déboursés, car, dit-il, la situation sécuritaire au Sahel ne fait que se dégrader, d'où la nécessité pour la force de commencer ses opérations militaires. En France, les autorités ont identifié 416 donateurs ayant participé au financement du groupe État islamique. Le procureur de Paris s'est alarmé d'un microfinancement du terrorisme qui se fait par des sommes modiques, mais nombreuses. On fait le point avec Dili Diko. La conférence de Paris réunit près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays qui planchent sur le financement du terrorisme international, en particulier celui du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. En marge de cette conférence, le procureur de la République, François Molins, a révélé qu'un travail de coordination avec les services de renseignement financier a permis d'identifier en France 416 donateurs au cours de ces 2 dernières années. Le magistrat a ajouté que ces services ont également repéré 320 collecteurs basés essentiellement en Turquie et au Liban, grâce auxquels les djihadistes en Syrie ou en Irak pouvaient recevoir des fonds. Les informations collectées révèlent que le groupe État islamique se finance en utilisant 2 vecteurs principaux.
En premier lieu, la zakat ou charité, des donations à des associations à but humanitaire ou directement à des proches présents sur place. Puis la ganima, le butin de guerre, un financement obtenu par des actes délictueux. Le président Emmanuel Macron, de retour d'une visite officielle aux États-Unis, s'est joint aux participants pour clore les travaux de la conférence. Et pour une analyse sur les dynamiques du financement du terrorisme et les possibilités concrètes de l'entraver, Anastasie Tudièche a joint à Paris Anne Ruti-Chelli, fondatrice d'une société de conseil en risque politico-sécuritaire à l'international. On l'écoute. Un principe de base qui est vrai pas seulement pour le financement, mais pour la lutte en général contre le terrorisme, c'est le fait que ces réseaux-là ont toujours eu un coup d'avance en créant des dispositifs qui sont pour contourner les procédures, les dispositifs qui sont mis en œuvre pour précisément les contrer. Donc c'est vrai aussi du financement du terrorisme, c'est-à-dire dès lors que des procédures sont mises en place, eh bien des contournements sont opérés et on connaît l'adaptabilité de ces réseaux et je dirais même leur créativité. Que ce soit sur le numérique, que ce soit même dans des procédures très artisanales d'échange d'argent. Donc, je dirais qu'on peut contrarier, on peut bousculer, on peut, je dirais, mettre la main sur certaines pratiques. On peut réussir à parasiter l'ensemble de ces logiques de financement. Mais de là à pouvoir tout interrompre, là aussi, c'est impossible. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa rencontrera des fonctionnaires du ministère du Travail pour discuter de l'introduction prévue d'un salaire minimum national. Plusieurs milliers de syndicalistes ont manifesté hier dans plusieurs villes du pays pour exprimer leur opposition au salaire minimum de moins de $2 par heure qu'ils ont appelé les salaires de la famine. M. Ramaphosa voit dans le salaire minimum un premier pas important pour lutter contre l'instabilité de la main-d'œuvre et l'inégalité salariale. Il a construit sa réputation en réorganisant une économie boiteuse et en extirpant la corruption associée à Jacob Zuma, qu'il a remplacé comme président en février dernier. On reste en Afrique du Sud. Cape Town, donc en Afrique du Sud, est une destination favorite pour les touristes étrangers. Mais ce qu'on ne voit jamais dans les pages de pub, c'est que c'est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Ayadé Adams et Fitzpatrick ont été dans les quartiers pauvres où s'affrontent à mort les gangs. C'est un reportage rendu par Idriss Fall. C'est la journée des droits de l'homme en Afrique du Sud, mais il n'y a rien à célébrer. Un autre enfant est mort. Zinadine Pelton, 14 ans, revenait de l'école lorsqu'il a été pris dans un échange de tirs. Sa grand-mère a entendu les coups de feu, mais n'a jamais imaginé que la violence pouvait frapper si près de sa maison. J'ai juste entendu les tirs et j'ai entendu quelqu'un crier. C'était Zinadine. On s'est précipité sur les lieux. Il était étendu par terre avec son sac sur le dos. Nous l'avons pris de toute vitesse à l'hôpital. Mais sur place, j'ai vu qu'il était déjà parti. La ville du Cap est la capitale du meurtre en Afrique du Sud avec un taux d'homicide parmi les plus élevés au monde. C'est une vie intolérable. Vous ne pouvez pas avoir les cliniques ouvertes. Tout est sous pression. Vous ne pouvez pas mener à bien des programmes sportifs. Vous ne pouvez obtenir un investissement privé ni public. Vous ne pouvez pas créer d'emplois à cause du crépitement continu des balles. La police fait comme elle peut, sans beaucoup d'effet pour contrôler plus de 130 bandes armées dans la ville. En quête de solutions, certains se tournent vers la technologie. Le pasteur Craven Angel utilise ShotSpotter, un système développé aux États-Unis qui permet de localiser à temps réel des tirs. Il travaille avec d'anciens membres de gangs qui parcourent les rues pour faire cesser la violence. Je faisais partie d'un gang, mais j'ai changé ma vie non pas à cause du cessez-le-feu, mais j'avais besoin de changer. Là, ce ne sont que les bénéfices de ce changement. Travailler pour ma communauté et redonner à ma communauté.
Avec des photos d'enfants perdus dans la guerre des gangs, des mères se consolent et prient pour le changement, espérant qu'un jour peut-être voir la fin de la violence qui leur a pris tout sauf leur mémoire et leurs souvenirs. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie du journal. À quelques jours du 1er mai, fête du travail, nous irons au Kenya pour parler du métier de vendeur d'eau. Il est en voie de disparition. En Ouganda, les gorilles peuvent constituer une source de richesse pour le tourisme, mais seulement l'espèce est en danger. Une invention qui pourrait faire gagner du temps aux patients atteints du cancer. Nous sommes allés à Austin pour en savoir davantage. C'est jeudi et qui dit jeudi dit santé dans le monde aujourd'hui. Nous accueillons sur ce plateau Mohamedou Oumfa. Mohamedou, vous êtes l'un des présentateurs de l'émission Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Bonsoir. Bonsoir John. Alors on va commencer par dire à nos auditeurs que comme chaque année, pendant la dernière semaine du mois d'avril, on célèbre la semaine mondiale de la vaccination. Précisons que la vaccination est un procédé qui consiste donc à introduire dans le corps humain un agent extérieur dans le but d'immuniser, c'est-à-dire de protéger cette personne contre une maladie infectieuse. Donc. Alors Mohamedou, en quoi consiste cet événement? Oui, c'est un événement très important qui a une importance capitale. Il faut rappeler que selon l'OMS, la vaccination permet de protéger plus de 2 à 3 millions de vies chaque année. Alors, pourquoi une semaine consacrée à la vaccination? Eh bien, c'est une semaine qui permet de remobiliser tous les acteurs impliqués dans la lutte, l'OMS et ses partenaires, qui souhaitent principalement 3 choses cette année: souligner l'importance de la vaccination et les... Voilà, Mohamedou, je crois qu'on va aller suivre ce reportage qui concerne aussi la santé, et c'est un reportage qui concerne le cancer. Une petite touche de ce stylo peut détecter le cancer immédiatement. Eh bien, c'est une révolution parce que je travaillais sur un cas l'autre jour avec un chirurgien et nous avons dû attendre 2 heures de plus. Haydin Zaïdivache est un étudiant en médecine et co-créateur du Mass Spec Pen. Il dit que le stylo peut fournir des résultats de cancer dans les 20 secondes qui suivent et c'est moins envahissant pour le patient que la méthode traditionnelle de détection de la maladie. Ce processus consiste à prélever le tissu sur le patient. Notre technologie peut détecter le cancer à l'intérieur d'un tissu sans le couper ou l'altérer. Une goutte d'eau sur le stylo aspire des molécules du tissu cancéreux suspectées pendant la chirurgie. Cet instrument, appelé spectromètre de masse, analyse ensuite l'eau pour déterminer si le cancer est présent. En quelques secondes, les chirurgiens sauront quelle partie du tissu couper, quelle quantité couper et ce qu'il faut faire pour que le tissu sain ne soit pas endommagé. Nous avons fait des tests sur des tissus humains qui ont été prélevés chez des patients et ceux-ci ont montré 96% de précision dans la détection du cancer. Les nouvelles technologies disponibles ont permis à une équipe interdisciplinaire de développer ces stylos en 2 ans et demi.
Cette année, le stylo Maspec sera testé en chirurgie dans les grandes universités au Texas. Reportage donc de Blanche et Sanou. Mohamedou, votre micro a eu besoin d'un vaccin pour reprendre. Et on parlait donc de la semaine de la vaccination. C'est quoi cet événement ? Alors, c'est une semaine capitale parce qu'il faut rappeler que selon l'OMS, la vaccination permet de sauver 2 à 3 millions de vies chaque année dans le monde. Il faut dire que cette semaine est très importante parce qu'elle permet de remobiliser tous les acteurs impliqués dans la vaccination. L'OMS et ses partenaires, principalement cette année, souhaitent 3 choses. 1. Souligner l'importance de la vaccination et les lacunes de la couverture. Signaler aux pays donateurs l'intérêt des vaccins et l'importance d'investir dans les efforts de vaccination. Et enfin, montrer comment chaque donateur ou particulier peut et doit contribuer au progrès en matière de vaccination. Et Mohamedou, comment expliquez-vous que malgré l'importance de la vaccination, que certaines personnes ne se vaccinent pas ? Tout à fait, il y a plusieurs raisons, des raisons que l'on peut regrouper en 2 catégories. Il y a les problèmes d'accès aux vaccins. Et pour ce qui est des problèmes d'accès, il faut souligner que dans de nombreux hôpitaux en Afrique, il n'y a pas de vaccin ou les vaccins ne sont pas bien conservés. Et parfois, certaines personnes ne se rendent pas dans les hôpitaux spontanément pour demander à se faire vacciner ou à vacciner leurs enfants. C'est pourquoi il faut que les autorités sanitaires organisent des campagnes offensives et se déplacent vers les populations, y compris des zones rurales dans lesquelles il n'y a parfois pas d'hôpitaux ou de vaccins disponibles ou bien conservés. L'autre problème est lié aux réticences. Malheureusement encore, il y a des gens qui pensent que le vaccin peut rendre stérile ou parfois c'est l'occasion pour certains pays de véhiculer des maladies. Donc des rumeurs qui circulent autour de ces vaccins et qui parfois font que certaines personnes ne vont pas se faire vacciner. Il faut rappeler que ce n'est pas un problème spécifique à l'Afrique parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Commission de l'Union européenne a publié un communiqué pour déplorer les réticences grandissantes au sein d'une partie de la population de l'Union européenne contre la vaccination. Et pourquoi, je vais dire, face à ces réticences, quel est le message qu'il faut passer ? Le message est clair, il faut se vacciner. Il ne faut pas attendre d'être malade pour se vacciner. Il faut se féliciter déjà que dans de nombreux pays, pour entrer dans les territoires de ces pays, il faut être vacciné, par exemple contre la fièvre jaune. Mais il n'y a pas que la fièvre jaune. L'OMS et ses partenaires ont mis en place depuis 1974 ce qu'on appelle des programmes élargis de vaccination qui intègrent plusieurs vaccins. Nous avons demandé à un spécialiste, le docteur Baleba Aubin, il est médecin spécialiste en santé publique au Cameroun, nous lui avons demandé quels sont les vaccins de base qu'il faut pour tous les enfants. Écoutez sa réponse. Depuis 1974, le Cameroun a adhéré à l'initiative du programme élargi de vaccination de l'UNICEF. Et ce programme élargi de vaccination prévoit des vaccins de 0 à 9 mois pour l'enfant et des vaccins également pour la femme enceinte. La plupart des maladies que ces vaccins préviennent sont des maladies infectieuses, la tuberculose, de la poliomyélite, de la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. On peut également citer parmi ces maladies l'hépatite, la rougeole, la fièvre jaune. Tout récemment, on a rajouté la diarrhée à rotavirus. Le vaccin chez les femmes enceintes vise également à protéger le nouveau-né. La femme va recevoir essentiellement le vaccin contre le tétanos. Merci au docteur Baleba Aubin. Donc, merci à vous, Mohamedou Oumfa. On va accueillir sur ce plateau Yacouba Ouedraogo. C'est pour nous parler de sport. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, on parle de certaines nouvelles dans le monde de l'athlétisme. Il s'agit des athlètes féminins et un règlement qui est mis en place. Oui, John. Ce règlement concerne les athlètes féminins possédant un taux de testostérone au-dessus de la normale. Le nouveau règlement qui entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2018 sera appliqué aux athlètes donc féminins qui disputent des compétitions de 400 mètres et plus. Une nouvelle qui renvoie à une athlète bien connue, la sud-africaine Caster Semenya, championne olympique du 800 mètres au Jeux dernier du Commonwealth en Australie. Donc, elle a encore écrasé toute la concurrence et a ravivé la polémique. La Sud-Africaine a déjà subi de nombreux tests pour prouver sa féminité depuis son apparition sur les pistes. Cette fois,
Il faudra prendre des médicaments 6 mois avant les compétitions pour avoir un taux de testostérone normal. Et comme il fallait s'y attendre, Caster Semenya a réagi à ce nouveau règlement-là sur son compte Twitter. Je cite, « Je suis sûr à 97% que vous ne m'aimez pas, mais je suis sûr à 100% que je m'en fous. » Voilà, et s'en fout donc. Autre sujet à polémique, celui de Fatma Samoura, qui est dans la tourmente. Oui, John, la secrétaire générale de la FIFA est passée devant la commission d'éthique de l'instance mondiale du football en raison d'un présumé lien de parenté avec l'ex-international sénégalais El Hadj Diouf, ambassadeur de la candidature marocaine pour l'organisation du mondial 2026. La non-déclaration de cette supposée parenté constituerait une violation du code d'éthique, sauf que Fatma Samoura a démenti en ces termes, je cite, « Ces accusations contre moi sont totalement ridicules et sans fondement. El Hadj Diouf n'est pas un membre de ma famille. » Donc, tout est limpide. Et sur une radio locale sénégalaise, El Hadj Diouf a aussi réagi en réunion, bien sûr, tout lien de parenté avec la secrétaire générale de la FIFA. Merci, Yacouba, et on vous retrouve demain. Merci à vous, John. Bientôt, le 1er mai, date à laquelle la grande majorité des pays célèbrent la fête du travail. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, le problème de l'emploi reste posé. Au Kenya, des métiers comme celui de vendeur d'eau sont appelés à disparaître. Dans le bidonville de Kibera, les jours rentables du waterboy Samson Mouli se font de plus en plus rares. C'est un récit d'Arzuma Compaoré. Nairobi, au Kenya. Le manque d'eau courante dans les quartiers les plus pauvres a, au cours des 18 dernières années, fait vivre Samson Mouli. Il est vendeur d'eau dans le bidonville de Kibera, père de 2 enfants et âgé de 42 ans. Il fournit de l'eau aux bouchers, aux poissonniers et aux restaurants dans le marché bondé de Kenyatta. En grandissant, je voulais devenir un homme d'affaires. J'ai d'abord ouvert un magasin de vente au détail qui a fini par fermer. C'est alors que j'ai décidé de me lancer dans la vente d'eau. Vêtu d'un manteau de toile, Mouli utilise un tuyau pour remplir son stock de jerrycans cylindriques de 20 litres avec de l'eau provenant de 3 réservoirs autonomes de 10 litres. Il en charge 15 à la fois sur un chariot et les transporte chez ses clients. J'adore ce travail. Chaque fois que je vends de l'eau, je ne manque pas d'argent à la fin de la journée. Les marges sont minimes. Mouli achète l'eau à 5 shillings le bidon, environ 25 francs CFA, et la revend à 15. Mais cela peut souvent aller jusqu'à 1000 shillings par jour, assez pour faire la différence. Ce travail a changé ma vie parce que mes enfants peuvent aller à l'école. Je peux payer les frais de scolarité pour eux. Mais le développement progressif du Kenya et la réalisation croissante d'infrastructures de base, y compris des systèmes d'adduction d'eau potable, signifient que les jours rentables de Mouli sont comptés. Voilà, quelques images aériennes rares. Des dizaines de requins chassant le poisson dans les eaux peu profondes le long de la pointe de l'île Nord Stradbroke en Australie. Aujourd'hui, des événements similaires ont été signalés le long des côtes nord des Nouvelles-Galles du Sud et du sud du Queensland ces derniers jours, forçant la fermeture de plusieurs plages selon les médias locaux. Et puis, des ingénieurs nippons ont dévoilé hier, mercredi, un robot qui se transforme en voiture, capable de transporter des passagers. J-Date Ride, petit robot à 2 places, mesure 3,7 mètres. Et puis, il peut se transformer donc en voiture de sport et peut rouler jusqu'à 100 mètres par heure, mais n'a pas encore été testé sur les routes. Kenji Ichida, le PDG de Brave Robotics, qui a initié le coprojet, a déclaré qu'il avait été inspiré par ses héros d'enfance dans les films animés. Les développeurs ont déclaré qu'ils commenceront à utiliser la technologie dans l'industrie du divertissement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Même lieu, même chaîne. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements.